Prof Entrepreneur, le podcast des profs qui entreprennent sur le web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, saison 1. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Myriam, professeure de sciences au collège, reconvertie en infopreneur et formatrice en ligne. Myriam va nous raconter comment elle a pris un jour la décision, au bord du burn-out, de claquer la porte de l'éducation nationale sous les yeux réprobateurs de son entourage. Pourtant, elle ne savait pas que cette décision allait la conduire à la tête d'une entreprise en pleine croissance. Mais le chemin de sa réussite sera parsemé d'embûches. Cependant, Myriam trouve toujours des solutions. On va voir comment elle s'est débarrassée de son burn-out avec une thérapie pour le moins originale. Elle va ensuite nous expliquer comment elle s'est sortie du plantage de son site web à quelques semaines seulement du lancement de sa première formation. Myriam va nous partager avec générosité et en toute transparence les difficultés rencontrées et nous alerter sur les pièges à éviter, puis vous délivrer 3 conseils précieux pour développer vos réseaux sociaux. On va enfin aborder les aspects financiers qui peuvent mettre en péril votre projet et l'importance de se former et d'être bien accompagné tout en développant des partenariats gagnants. Restez bien jusqu'au bout aujourd'hui si vous aussi vous aspirez à une nouvelle carrière sur le web, car l'expérience de Myriam est particulièrement riche en enseignements. C'est parti! Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir sur ce podcast Myriam. Myriam, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots en fait à nos auditeurs qui tu es, qu'est-ce que tu fais actuellement et après nous allons pouvoir voir un peu ton parcours en fait sur Internet et tu vas nous raconter tout ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Myriam, donc Myriam Bouderga, je suis maman de 41 ans de 6 enfants. Je suis actuellement la créatrice, la fondatrice de la société Apprends-moi autrement. Et actuellement le site internet, puisque c'est qu'un site internet pour le moment, vend des produits pédagogiques, en particulier des livres et bientôt des jeux que j'ai créés. D'accord. Alors moi, je te suis depuis très longtemps sur ton blog et sur ton Instagram. Est-ce que tu peux expliquer rapidement en fait, c'est quoi le concept de ton site en fait, les produits un petit peu plus en détail pour que nos auditeurs comprennent en fait ce que tu vends? Donc en fait, il y a 2 catégories de produits. Il y a plutôt les ouvrages, on va dire, de formation qui sont destinés soit aux parents qui font l'école à la maison, soit aux enseignants qui veulent changer leur pratique dans leur classe. Oui. C'est des outils de formation qui vont de 3 à 10 ans en moyenne, donc principalement ciblés sur le langage et les mathématiques et qui permettent plutôt d'enseigner via la manipulation et donc de favoriser la compréhension, qui est aujourd'hui, on va dire, plus que nécessaire quand on voit la quantité d'enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques et j'en passe. Donc ça, c'est la première catégorie de produits et je vends aussi des formations en ligne avec les vidéos pour accompagner les parents qui font école à la maison de façon plus poussée. Et il y a la deuxième catégorie de produits que je tends à développer aujourd'hui, qui sont des ouvrages destinés directement aux enfants. Donc pour le moment, il n'y en a pas des masses. Il y a un livre, par exemple, des lettres routes qui permet d'apprendre le son des lettres en s'amusant et qui va continuer d'être développé avec des cahiers d'activité, des cahiers d'écriture. Il y a un livre des Atomos, puisqu'à la base, j'étais professeure. Oui, je voulais que tu nous parles de celui-là. Oui, j'ai repéré ce produit. Il est en cours, c'est ça? Il va bientôt sortir. Tu peux nous en parler? Il a l'air très chouette comme concept. Alors, le livre des Atomos, je pense que tu le confonds avec le conjugage que je vais bientôt sortir. Le livre des Atomos, lui, est déjà sorti. D'accord. C'est un livre tout simplement qui parle de sciences physiques et qui s'adresse à des enfants des 5-6 ans. Et en fait, c'est un livre où les gens ont parfois du mal à passer le cap parce qu'ils se disent, par rapport à leur vécu personnel, que c'est souvent très difficile de partager ce moment-là avec leurs enfants, alors qu'en fait, c'est un livre qui est extrêmement simple et même des enfants de 3 ans s'amusent avec. Donc, c'est assez rigolo de voir qu'un programme de 4e, en fin de compte, on peut carrément le redescendre jusqu'à un niveau de 5 ans. Tout dépend de la façon dont on amène les choses.
Exactement, c'est une histoire de vulgarisation et puis c'est aussi prendre les enfants à la hauteur de ce qu'ils sont capables et on a souvent tendance à minimiser ce qu'ils sont capables de faire. Et la dernière partie donc que je lance actuellement, c'est Oui, le jeu. D'accord. Donc c'est celui-là qui va sortir. D'accord. Celui-là qui va sortir. Donc c'est pareil, c'est sur le même principe parce que moi j'avais un enfant qui est dyslexique et donc dans l'idée c'était toujours de trouver des choses un peu plus différentes, amusantes pour l'aider à acquérir certaines notions qui sont compliquées pour eux, à savoir là c'était la conjugaison. Donc l'idée de ce jeu c'était de trouver un jeu ludique mais à la fois aussi collaboratif et coopératif parce qu'on a beaucoup de jeux où c'est moi qui gagne et toi t'as perdu et ça c'est extrêmement frustrant dans l'apprentissage. L'esprit de compétition c'est saboteur pour les enfants qui ont déjà des difficultés et du coup ce jeu-là il va pas tarder à sortir. Normalement on va lancer une campagne participative pour pouvoir tout simplement lancer la fabrication parce que ça représente quand même un coût financier important et on espère que ça va fonctionner. Ah oui, on te le souhaite en tout cas parce qu'il y a vraiment du travail sur ce site. Tu as commencé, alors maintenant tu as déjà un site qui commence à prendre de l'ampleur, qui a plusieurs produits et physiques et numériques. Et est-ce que tu peux remonter un peu dans le temps et nous raconter un peu en fait qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là aujourd'hui parce que c'est un sacré projet. Oui, c'est surtout qu'en plus, j'avais pas du tout imaginé que j'en serais là aujourd'hui. C'est ça qui est le plus drôle. Ouais. C'est que j'ai quitté l'éducation nationale à une période de ma vie où je faisais comme un burn-out, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé enseigner. C'est vraiment quelque chose qui a toujours été passionnel. Et d'ailleurs, j'ai passé mon diplôme parce que je voulais devenir prof. Donc, c'est même pas, je suis devenue prof par défaut. J'ai d'abord fait des remplacements et comme j'adorais ça, c'est là que j'ai passé mon concours de prof. Et une vocation, quoi. Ouais, c'était vraiment une vocation. Mais arrivé à un moment donné, je sais pas, la fatigue des enfants, peut-être parfois aussi les ambiances plus ou moins, ça dépend. J'avais changé d'établissement. Le dernier établissement dans lequel j'avais changé était moins top que celui dans lequel où j'étais avant parce qu'on avait subi une mesure de carte scolaire, parce qu'il y a de moins en moins d'enfants en sciences. Et je suis arrivée, puis peut-être aussi que le mode de fonctionnement me convenait de moins en moins, où il n'y avait pas la possibilité de beaucoup manipuler avec les enfants. Bref, je pense que c'était un tout. Et je me suis dit, oulala, j'en peux plus, qu'est-ce que je fais ? Et il y a un petit bout de chou qui a pointé son nez, et j'en ai profité pour prendre un congé parental pour la première fois de ma vie. Je me suis dit, stop, j'ai besoin d'un break. Et c'est vrai que la première année, je voulais plus du tout entendre parler de l'enseignement. Et je me rappelle que pendant 1 an, j'ai fait que des gâteaux. Alors que je suis pas du tout pâtissière. C'est une thérapie par la cuisine. Je ne sais pas ce que c'était. Mais on me disait, tu veux pas faire des cours, on a besoin de cours de soutien. C'était non, je ne rejet complet. Ah ouais, c'était le rejet complet. Ça a duré 1 an. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit, ça me manque, parce que c'était quand même quelque chose qui était en moi. Hein, ça coule dans les veines, je pense, ce genre de choses. Quand on l'a dans le sang, on ne peut plus s'en passer. Et puis, au cours de temps, alors je ne sais plus comment, j'ai découvert qu'il y avait l'école à la maison qui existait. Moi, prof, pendant 10 ans, je n'ai jamais su qu'on pouvait enseigner soi-même. Dans un autre monde, mondes parallèles. Ah oui, je me suis dit, mais bon, on peut faire ça Je me suis dit, attends, c'est quand même incroyable, je ne le savais pas. Et j'ai commencé à me documenter. Et puis, comme je suis quelqu'un, quand j'ai une idée en tête, je me lance. Je me suis lancée sans me dire que j'aurais des difficultés, etc. Pas de bol, il y a eu beaucoup de difficultés parce qu'enseigner à ses élèves et enseigner à ses enfants, ça n'a strictement rien à voir. Et j'étais dans une période de ma vie qui était quand même un peu compliquée. Déjà émotionnellement, je ressortais d'un travail où déjà j'avais pas vraiment fini de sortir de ce burn-out. Ouais, c'est ça, de remonter la pente. Là, je vivais aussi une période difficile dans mon couple, puisque ça s'est soldé à l'époque par un divorce. Et en plus, on avait des dettes par rapport à la maison, parce que choisir de quitter l'éducation nationale, ça a ses revers. C'est qu'à un moment donné, on dit adieu à un salaire fixe. La sécurité de l'emploi. Exactement. Donc, il y avait tout ça qui était mélangé. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne suis pas de nature à attendre que la vie se passe. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un site Internet où je vendrais du matériel pédagogique. Après tout, je reste dans le thème. Il faut savoir qu'à l'Éducation nationale, il existe la possibilité de déposer un dossier de demande de départ volontaire. Ce dossier-là peut être donc demandé. Il faut monter quelque chose d'assez lourd puisqu'on vous demande
déjà de détailler comme si vous faisiez un mémoire complet sur votre projet, et aussi de donner je sais plus comment ça s'appelle là, pardon, j'ai des trous de mémoire. Un espèce de bilan. Oui, en fait, il y a plusieurs documents à fournir, c'est ça. C'est l'IDV pour nos auditeurs, c'est ça. C'est l'IDV tout à fait. Et voilà. Et donc, bon, j'avais fait un dossier assez complet qui a été refusé à 3 reprises sans vraiment donner de justificatif, puisqu'on me demandait d'être présente devant les élèves alors que j'étais déjà en congé maternité. Oui, c'était nécessité de service, c'est ça Oui, c'est ça. Sauf que je pense que le dossier n'avait vraiment pas été étudié jusqu'au bout. Du coup, j'ai pas pu le mettre en pratique. Et comme je voulais pas emprunter d'argent, tout est tombé à l'eau. Et comme j'aime beaucoup partager, j'ai des amis de mon entourage qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas des formations? On sait que tu aimes ça, t'expliques bien, tu devrais te lancer dedans. Et puis, j'ai fini par céder au bout d'un certain temps. On m'a conseillé de le faire en ligne et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner mes premiers euros. D'abord en faisant en présentiel et ensuite en e-learning. D'accord. Donc, comment t'es passé du présentiel à l'e-learning en fait? Concrètement, tu as utilisé quoi en fait? Alors, concrètement parlant, c'est une amie qui m'a conseillé de faire du e-learning. Et puis, j'avais mis en place un site internet avec à partir de ton site, en fait, master. tu as... D'accord. Voilà, sauf qu'il a planté. Et donc, j'ai dû me retrouver 1 mois avant le lancement de ma formation en ligne à rechercher un endroit. Et on a trouvé avec une amie une plateforme qui s'appelle Learnybox. Et d'ailleurs, maintenant, beaucoup de personnes qui est très connue. C'est une des leaders du marché, oui, en France. Oui. Exactement. Donc, moi, je suis partie dedans. Elle en était encore à ses prémices. Et c'était Kitoudou. À l'époque, il y avait 1 mois offert. Oui. Le premier mois était offert, donc j'avais 1 mois pour sortir les fonds nécessaires pour pouvoir payer la plateforme pour 1 an. Et mon premier lancement m'a rapporté en tout et pour tout 2 000 € pile poil. Donc ça m'a permis de payer des dettes et à la fois la plateforme. Alors moi, j'étais toute contente, même si c'est pas beaucoup. Je communiquais très mal, je savais pas faire de publicité, ça fait pas du tout partie de mes attributions. Je sais partager, je sais expliquer. C'est un métier, c'est du marketing en fait. Voilà, c'est vraiment un métier. Exactement. Et moi, j'avais 0 marketing en tête. Donc, du coup, j'ai quand même beaucoup galéré parce que j'avais pas de personne à rémunérer non plus. Et puis, après, de fil en aiguille, voilà, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire depuis que je suis toute jeune. Et puis, à un moment donné, je sais pas, c'est venu comme une évidence. Il fallait que je prenne un stylo et que je me mette à écrire. D'accord. Donc, concrètement, ça a donné quoi alors, des articles sur un blog, c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Pas particulièrement le blog, mais j'ai commencé à écrire d'abord les ouvrages de formation. Ouais. Je les ai mis et couchés par écrit et ensuite j'en ai fait vraiment des livres qu'ensuite j'ai partagés. Donc soit après les personnes avaient la possibilité de souscrire une formation en ligne et recevaient les livres chez eux en plus des vidéos en ligne et de l'accompagnement. Soit si les gens sont lecteurs, ils peuvent tout simplement acheter les livres, ce qui coûte beaucoup moins cher et se former directement. Soit acheter même les livres maintenant avec des QR codes qui redirigent vers les vidéos. Et puis après, c'est là que j'ai commencé le livre des Atomos. Avec les fonds que j'ai récupérés, j'ai pu tu investissais aussitôt dans le produit suivant, en fait. Exactement. Et tu as pu te former aussi à côté ou pas? Comment tu as fait pour justement régler cette histoire de technique et de marketing? Comment tu as surmonté l'obstacle? Alors, je me suis formée principalement sur les pédagogies actives, mais pas sur le marketing. Ah, d'accord. Disons que j'ai beaucoup appris sur le tas, avec des erreurs, en analysant ce que les autres faisaient, c'est ça. En observant, en modélisant en fait chez d'autres personnes. Exactement. Exact, c'est vrai. Ça prend du temps, par contre tu l'as payé en temps en fait ta formation, c'est ça. Exactement, mais j'avais pas de sous à l'époque. Oui. Et puis un jour, Learnybox a fait une offre où ils proposaient donc de souscrire à 3 ans à leur plateforme et en contrepartie, ils offraient cette fameuse formation web marketing. J'ai pas dit 1 ou 2, tout de suite j'ai souscrit et du coup, j'ai eu quand même les informations qui me manquaient pour avancer dans le marketing, mais c'était pas tout, mais ça m'a donné quand même un peu plus de savoir. Ouais, des bases quoi, quelques bases pour structurer un peu. Exactement. Et aujourd'hui, petit à petit, je commence à mieux comprendre les rouages, comment communiquer, comment mettre en avant ces produits. C'est pas naturel chez moi. Ça m'a demandé beaucoup de temps. En plus, tu te formais en même temps sur les pédagogies. Je veux dire, c'était double travail pour toi. Il y avait toute la partie technique marketing et puis il y a aussi toute la partie expertise, ton expertise à toi sur les formations que tu crées, sur les produits que ça prend du temps, un double temps en fait.
Oui, mais après, en fait, la deuxième partie, je la sens pas parce que comme c'est passionnel et que je recherche toujours des formations, quand j'y vais, c'est du plaisir. Alors que le marketing, ça a été beaucoup plus difficile pour moi parce que j'aimais pas ça, tout simplement. C'était tout simplement. Pour moi, les produits devraient se vendre tout seuls, en fait. Je ne devrais même pas avoir en parler. Il ne faudrait même pas les habiller. C'est ça. C'est vrai, c'est l'idéal. On ne le met pas assez en avant. Alors qu'en fait, il vaut mieux avoir une très très bonne communication et beaucoup moins de produits, voire même des produits moins aboutis. Tout à fait, je te rejoins complètement. Même des produits pas finis, tu vois, en fait, le début d'un produit et puis ensuite lancer la campagne, c'est ce qu'on conseille maintenant. Et ensuite, construire le produit avec les premiers clients parce que justement, là, il sera vraiment pile poil dans ce qu'attend ton audience, en fait. Mais oui, c'est pas évident de le savoir. Surtout quand on est prof, on est dans un tellement autre ambiance, en fait, tellement d'autres préoccupations que... ça revient en fait à venir avec un cours à moitié préparé, une espèce de ligne directrice et y aller un peu en feeling. Et ça demande un certain laisser-aller qui peut parfois ne pas toujours être très confortable. Oui, c'est vrai. Comme tu dis, c'est pas confortable au départ. Il y a un moment où il faut accepter d'être en équilibre précaire. Tout à fait. Tout à fait. Je te rejoins. Et donc aujourd'hui, donc tu as eu ces obstacles-là. Est-ce que tu en as eu d'autres, des choses un peu difficiles dans ce parcours d'apprentissage à vendre sur Internet? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Alors, je dirais que vraiment la principale difficulté, ça a été ça. Ensuite, ça a été le côté financier, parce que comme j'avais fait le choix de ne pas emprunter d'argent à qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que même les banques, il fallait pas que j'en entende parler, à un moment donné, quand vous n'avez pas de sous, il faut apprendre à faire les choses soi-même. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça prend du temps. Et comme en parallèle, je faisais aussi école à la maison avec mes enfants, le temps pour moi était extrêmement réduit. J'ai manqué d'organisation. Comme dit à chaque fois mon ami, tu n'as aucun process, tu vas au doigt mouillé. À l'intuition, au feeling. Ah non, ce n'est que cette année que je commence un petit peu à chiffrer, quantifier ce que je fais et les actions que je mène. Je ne faisais strictement rien de tout ça avant. Exact. Et c'est vrai, on le dit souvent, tout ce qui n'est pas mesuré, on peut pas en fait l'évaluer. C'est d'ailleurs comme à l'école d'ailleurs. Ça par contre, c'est vrai que si on mesure pas son objectif, si on quantifie pas en fait les données, on peut pas savoir si on progresse ou si on stagne. Ouais, tu as tout à fait Alors, raison. je savais que je progressais globalement, mais le problème c'est que du coup je ne pouvais pas l'exploiter ni savoir où est-ce que je devais appuyer. Il y a une autre difficulté aussi qui a été rencontrée. C'est vrai que quand on démarre, on dit qu'il faut un petit pactole dessous et c'est pas faux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer avec rien du tout, mais le fait d'avoir un petit peu de sous permet par exemple de déléguer certaines choses qui prennent énormément de temps. On n'en parle pas souvent, mais la comptabilité, c'est un bouffe-temps. Et le mot bouffe-temps est vraiment adapté à ça parce que on n'imagine pas les process que ça demande. C'est-à-dire que quand vous demandez un comptable qui tiennent en compte votre comptabilité tous les mois, ça va peut-être vous coûter entre 200 et 300 euros par mois, mais vous n'avez pas à vous en charger, mis à part scanner vos factures. Mais quand vous n'avez pas les moyens, vous faites votre comptabilité vous-même, vous demandez juste le bilan comptable de l'année, mais ça veut dire que des fois, vous pouvez passer 2, 3, voire même 1 mois de votre temps à créer un fichier Excel, lister tout ça. Enfin, c'est horrible. Créer le process, en fait. Oui, et ça prend énormément de temps. Et d'énergie, du coup. Et d'énergie. Et la dernière difficulté que j'ai rencontrée, c'est le fait du coup d'avoir eu mon commerce, mais à la maison. Au début, déjà, on n'est pas pris au sérieux par sa famille. Oui, c'est vrai. Parfois même, ça nous met un peu des bâtons dans les roues parce que moi, quand j'ai quitté l'éducation nationale, tout le monde a trouvé que c'était l'idée la plus stupide. C'était une folie. C'était une folie totale, que je mettais en danger la famille. Et du coup, personne ne prenait vraiment au sérieux ce projet qui d'ailleurs avait mis du temps à démarrer. Et la difficulté, c'est que quand vous avez autour de vous des petits papillons qui passent leur temps à tourner autour de vous et à vous interrompre quand vous vous lancez, vous n'êtes pas productif. C'est vrai. Vous n'êtes pas productif du tout parce que quand vous commencez en fait à travailler sur quelque chose, il faut que vous puissiez ne pas être interrompu, ne serait-ce que pendant 1 heure ou 2 pour avoir quelque chose de vraiment bien et productif. Efficace, quand vous êtes efficace. Et quand vous êtes à la maison, c'est clairement impossible. Vous êtes interrompu toutes les 5 minutes. Et ça empêche vraiment d'avancer de façon significative.
Alors, comment est-ce que tu as essayé de pallier à cette difficulté-là? Qu'est-ce que tu as mis en place alors, du coup? Bah, du coup, j'ai rien pu mettre en place pendant 3 ans. Parce qu'on les met, les enfants. Où est-ce qu'on les met? Voilà, il y avait des moments où quand on était séparés avec mon conjoint, d'ailleurs on est revenus maintenant ensemble, mais quand on était séparés, quand les enfants partaient chez leur père, c'était un temps où je consacrais mes nuits et mes journées à travailler. Mais à un moment donné, de toute façon, c'était pas suffisant. Et puis cette année, j'ai fini par prendre un local quand les moyens m'ont permis de le faire. D'accord. Mais encore une fois, ce local-là, c'était aussi un coup de chance parce que quand on regarde mon bilan comptable de l'année dernière, moi, je me suis dit, comme j'y connais rien, je vais pas donner de l'argent à l'État, ils nous prennent comme ça, c'est d'impôts. Donc, tout ce que je gagne, je le réinvestis. Mais en laissant une trésorerie à zéro, vous montrez aussi aux bailleurs que vous n'êtes pas solvable. Donc, ils sont très frileux à vous laisser prendre une location. Alors, j'ai eu vraiment un gros coup de chance en ayant ce local-là parce que la personne m'a laissé sa chance, ma chance. Oui. Et ça s'est fait de manière fortuite parce qu'elle était très occupée, parce que elle n'avait pas eu le temps de s'en occuper, qu'elle avait délégué à une autre personne qui m'a dit oui, alors que peut-être elle m'aurait dit non. Donc en fait, il y a eu un concours de circonstances qui m'a permis d'avoir ce local, mais j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment avoir une trésorerie avec de la solvabilité à la fin de l'année pour que vous soyez crédible auprès de plusieurs autres professionnels. En tout cas. D'accord, oui, important ça, c'est vrai, on le dit pas assez. On le dit pas du tout même, en général, au début. Et ce sont des choses qu'on apprend voilà, sur le terrain et c'est bien d'avoir ces retours-là pour des gens qui commencent parce que déjà on peut mettre en place des choses dès le départ de façon plus organisée. C'est ça. Donc, alors, si on résume un peu tout ça, finalement, aujourd'hui, ça marche quand même, c'est une affaire qui marche du coup. Tu arrives à avoir des projets pour la suite. Donc, tes projets, c'est développer d'autres produits, des formations aussi. Tu as d'autres choses en route dont tu peux nous parler un petit peu? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en route et je pense que j'en ai au minimum pour 2 ans d'ailleurs. Donc, déjà, les lettres routes vont avoir une suite. Donc, l'idée, c'est de continuer l'apprentissage de son des lettres pour se diriger vers l'écriture. Donc, il va y avoir un petit cahier d'activités qui va être fait juste après le livre conjugage pour terminer sur un petit cahier d'écriture parce qu'on a remarqué que beaucoup de maîtresses faisaient leur cahier d'écriture elles-mêmes. Et à un moment donné, c'est un travail quand même assez fastidieux qui leur prend énormément de temps. Donc, si on pouvait leur proposer des cahiers où il y aurait juste ce qu'il faut pour qu'ils s'entraînent, parce que la difficulté des cahiers actuels qui existent, c'est qu'il n'y a pas assez de pages pour que les enfants s'entraînent. C'est clairement pas suffisant. Donc, les maîtresses prennent, par exemple, elles vont prendre la trame, mais elles vont quand même refaire leur cahier en plus. Donc, je me suis dit, et pour les parents qui font IEF et pour les maîtresses, pourquoi pas un cahier d'écriture qui suivrait une progression assez logique et qui respecterait les dernières avancées qu'on a pu voir scientifiquement parlant sur les écritures. Exact, oui. Ensuite, il faut que je fasse la suite de la formation Soroban, puisque actuellement, donc le petit tabac qu'il y a japonais, il y a une formation pour apprendre à additionner, soustraire. J'ai la suite à faire pour la multiplication et la division. Et j'ai prévu encore un cahier de suivi pour les parents qui font IEF et d'autres jeux normalement qui devraient suivre, d'autres jeux de société dans la même gamme. Voilà, dans la même gamme que le jeu conjugage suivront dans d'autres matières comme l'orthographe ou les calculs. Voilà, on va pas s'en arrêter là. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à créer un environnement qui est plus, donc tu as pris le local, est-ce qu'il y a autre chose, tu t'entoures peut-être de gens qui sont aussi un peu dans la même dynamique que toi? Ou bien est-ce que tu travailles toujours un peu plutôt seul? Comment tu fonctionnes en fait quand tu développes tes produits? C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait, j'ai jamais été seule. Même si j'ai créé Apprends-moi autrement et que je suis une SASU, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui suis responsable dans la société. J'ai jamais été seule en fait dans cette entreprise. C'est vrai que la première fois que j'ai voulu me lancer, j'étais en train de discuter avec une amie qui elle avait fait une école de commerce et avait déjà créé à l'époque son entreprise. Donc elle s'appelle Made in Clems sur Instagram pour ne pas la citer. Elle avait créé une première boutique pas sur les Champs-Élysées, en plein Châtelet, c'est quand même pas rien. Et une boutique d'esthétique. Et j'avais toujours plein d'idées pour parler de beaucoup de choses. Et elle me disait, mais pourquoi tu te lances pas? Je dis, mais j'en suis absolument pas capable. Enfin, je peux pas faire un truc comme ça. Je sais pas, j'y connais rien.
Je suis juste prof, quoi. C'est tout ce que je suis. Je suis C'est rien ça. d'autre. Prof, en fait, c'est vraiment une base, quoi. Souvent, on entend les collègues qui disent je sais pas rien faire d'autre. C'est vraiment un discours qu'on entend tout le temps, ça. Mais complètement. Et c'est exactement ce que je lui dis. Mais moi, je ne sais rien faire d'autre. J'y connais rien au commerce. Et je lui dis, mais tu m'aiderais si je ferais quelque chose, vu que toi, tu as fait des études? Et elle m'a dit, bah oui, il n'y a pas de souci. Et en fin de compte, elle a jamais vraiment eu besoin de m'aider à construire la chose. Mais rien que le fait déjà de me savoir que j'avais une épaule sur laquelle de temps en temps, je pouvais me reposer et poser des questions, m'avait rassurée et m'avait, entre guillemets, motivée à rechercher la suite. Par contre, ce que cette amie m'a énormément apporté, c'est toujours le second regard, le bon conseil. C'est-à-dire que je n'ai jamais lancé un produit ou une idée sans jamais la consulter. C'était ton coach, en fait. C'était ton coach. Oui, mais en fait, on est des coachs respectifs. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a son entreprise et je connais son entreprise par cœur et elle connaît mon entreprise par cœur. Et très bizarrement, on est beaucoup moins objectif quand il s'agit de sa propre entreprise que quand il s'agit de l'entreprise des autres. On est un peu dans l'émotion, peut-être. Exactement. Mais c'est surtout qu'on a tellement la tête dedans qu'on voit plus ce qu'on fait. On n'a pas le recul nécessaire. Oh, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bien? Est-ce que pertinent. Ça va plaire? Est-ce que c'est pertinent? Toutes ces questions-là, on n'arrive plus à se les poser. Alors qu'une personne extérieure au projet va peut-être vous dire, bah là, pourquoi tu fais pas ça? Ou bah peut-être que là, tu aurais dû peut-être dire ça comme ça ou faire autrement. Et on a toujours, depuis maintenant bientôt 4 ans, travaillé ensemble comme ça, de façon parallèle. Donc, c'est important d'avoir toujours au moins une personne, voire plus, à qui on puisse confier un peu nos questions, avoir un deuxième regard sur ce qu'on fait. Voilà. C'est vrai. Complètement. Après, il y a 2 autres personnes qui sont essentielles à ce que je fais aujourd'hui et dont je ne pourrais pas me passer. C'est le webmaster. Donc, avant, j'ai dépatouillé moi-même et j'ai construit moi-même un site internet. Et ça va très bien pour commencer. On se débrouille avec un template à 40-50 € et ça fait absolument l'affaire. Il faut juste mettre les mains dans le cambouis. Mais au bout d'un certain temps, quand on veut des choses beaucoup plus propres et puis qu'on veut déléguer et gagner du temps pour pouvoir consacrer ce temps à autre chose, parce que le temps, ça reste de l'argent, on a besoin de déléguer et trouver une personne de confiance, c'est pas toujours évident. Donc là, c'est vrai que j'ai trouvé un webmaster qui est vraiment de qualité, qui est toujours aux attentes, à l'écoute, et puis qui respecte les deadlines. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui, malheureusement, se sont fait avoir, faut le savoir, de payer une certaine somme à un webmaster, et puis le webmaster part avec l'argent, mais le site internet, vous l'avez pas. D'accord. Et la troisième personne qui, pour moi, est essentielle à tous ces projets-là et que je n'envisagerais même pas de ne pas travailler avec elle, c'est mon infographiste. Donc, c'est elle qui m'a fait toutes les infographies des livres, des derniers livres en tout cas que j'ai fait et qui a bossé sur le jeu conjugage. Et cette personne-là, pour moi, c'est une pépite et je pense qu'on ne peut pas aussi choisir travailler avec quelqu'un, ça demande une certaine affinité et c'est des personnes qu'il faut choisir. Et généralement, en fait, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Les infinités se construisent toutes seules. Oui. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées sur Internet. On diabolise beaucoup les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont aussi parfois une mine d'or. Des réseaux aussi. Ce sont vraiment des réseaux parfois. Oui. Complètement. C'est comme ça que j'ai trouvé mon webmaster. Je me rappelle à l'époque, je posais des questions sur WordPress et il était tellement passionné qu'il répondait à tout le monde en fait sur Facebook. Et il m'a dépanné une fois gratuitement, alors que je lui donnais quand même toutes mes données personnelles. 2 fois gratuitement. Puis je me suis dit, lui c'est un passionné. Si je dois donner mon site internet à quelqu'un, ça sera à lui. Et puis pas une, pas deux, et ça l'a fait. Et l'infographiste, pareil, je l'ai connu via l'intermédiaire de quelqu'un, la première personne qui m'avait fait un site internet pour m'aider la première fois. Et c'est pareil, l'accroche a bien fonctionné. Et, la confiance s'est instaurée. Plus de travail. Ah oui, et j'envisage pas de travailler avec quelqu'un d'autre qu'avec elle. Et ça, c'est des choses aussi qui peuvent planter votre projet. Exactement. C'est-à-dire que si vous rencontrez soit la mauvaise personne ou si à un moment donné dans votre travail vous ne vous entendez pas correctement avec la personne avec laquelle vous collaborez, vous pouvez tout faire capoter. C'est vrai. L'importance d'avoir un bon réseau, les bonnes personnes à qui confier notre entreprise finalement. Parce que c'est ça. Elles sont à 100% dedans dans ton projet, surtout toi pour tes produits. On sait très bien que le visuel compte presque autant pour la vente surtout, en tout cas, il compte autant que le contenu. Complètement. Et si je peux donner aussi un conseil par rapport à ça. Alors oui, c'est ce que j'allais te demander, ton conseil ultime pour des gens qui nous écoutent, qui voudraient faire le même genre de projet.
c'est de mettre les mains dans le cambouis dans un premier temps, parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais quand vous savez faire quelque chose, la personne que vous embaucherez ou que vous prendrez comme prestataire, elle ne pourra pas se moquer de vous, parce qu'elle saura que quand même vous savez ce que vous faites. Et malheureusement, on a beaucoup de personnes comme ça qui tout de suite délèguent sans vraiment maîtriser ce qu'elles font. Et vous pouvez un jour avoir un webmaster qui va vous dire « Oh, ce que tu me demandes, là, ça me demande 2-3 jours », alors qu'en fait, ça lui prend 3 clics et il va vous chiffrer une somme qui n'est pas à la hauteur du travail qu'il va fournir. Donc, il faut maîtriser le process avant de déléguer ce process à quelqu'un d'autre. Je te rejoins complètement sur ça. C'est toujours… on est plus lucide sur ce que ça représente en temps et en argent. Exactement. C'est vrai. Exactement. Alors, vraiment, merci pour tout ce que tu as partagé. S'il y a quelque chose d'autre que tu vas ajouter, n'hésite pas. En tout cas, je peux donner des petits conseils aussi sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est des choses que je ne savais pas au début. Donc, les réseaux sociaux, c'est bien. Moi, personnellement, mon réseau social, je l'ai construit de A à Z sans aller toquer à des portes. C'est-à-dire que très souvent, je le vois aujourd'hui maintenant que le réseau social est un peu plus important sur Instagram, j'ai des gens qui me contactent, coucou, tu peux partager pour moi et me faire de la pub. D'accord, un partenariat un peu maladroit. Oui, et puis c'est surtout que moi je ne partage que les choses dont je suis sûre de la valeur et que soit j'ai testé. Voilà, soit je l'ai testé, soit je la connais. C'est vrai que moi, j'ai un caractère et ça a été très difficile pour moi d'ailleurs quand j'ai commencé le web marketing et on me l'a souvent reproché. Je n'arrive pas à aller vers les gens et leur dire « Est-ce que tu pourrais parler de mon produit ?» J'ai l'impression, alors on gronde souvent quand je dis ça, mais de quémander. Après, ça fait peut-être partie de ma nature. J'aime pas demander et j'aime bien que le produit soit de lui-même répertorié parce qu'on l'aime. Du coup, j'ai peut-être plus de temps que d'autres personnes à progresser, mais j'ai progressé toute seule. Donc, comment on fait pour progresser ? Premièrement, on essaie de produire du contenu qui va intéresser les gens. Mais quand je dis qu'il va intéresser, c'est pas juste une petite info comme ça. Il faut vraiment que ce contenu apporte une valeur ajoutée aux personnes qui vont vous suivre, qui vont les aider, par exemple, dans leur quotidien. Donc, nous, si on est dans l'éducatif, il faut qu'à un moment donné, ce qu'on partage apporte énormément aux personnes qui vont s'en servir. Il faut aussi être extrêmement régulier. Il y a des algorithmes qui sont sur les réseaux sociaux et quand vous n'êtes pas, en plus ils ont changé sur Instagram récemment, si vous n'êtes pas régulier, vous êtes mis aux oubliettes. Je me suis un petit peu fait oublier pendant les vacances, pratiquement durant 4 mois, suite à des choses personnelles. Instagram l'a fait tout de suite comprendre que j'avais été mis aux oubliettes. Donc il faut être très régulier et en plus de ça, après, on peut éventuellement faire des publicités. Mais rien que communiquer comme ça permet de progresser tout doucement, mais sûrement. Et toujours dans l'idée de rendre service, en fait, d'apporter de la valeur et d'être régulier, d'être constant, en fait, d'être… C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis si après, et ajouter de jolis visuels, si on peut le faire aussi. Avec Instagram, oui, il y a un peu le côté visuel. Exact, c'est vrai. Écoute, où est-ce qu'on peut te trouver, Myriam, si on a envie de savoir plus sur toi, sur ce que tu fais sur Internet? Dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors, il suffit d'aller sur le site apprends-moi-autrement.fr. Apprends avec un S parce qu'il y en a plein qui l'oublient à chaque fois, mais les profs ne peuvent pas l'oublier. On peut me trouver aussi sur YouTube, Instagram. Dernièrement, je me suis remise à Facebook, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, j'ai aussi mon local à Mézières-sur-Seine, dans le 78. D'accord, super. En tout cas, un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense que ça peut en aider plus d'un de ton parcours. Et puis, peut-être à une prochaine fois sur le podcast pour reparler d'un point ou un autre. Merci beaucoup, Myriam. Avec plaisir. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur le travail de Myriam, je vous invite à aller cliquer sur les liens qui sont sous la vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter le site des profs entrepreneurs pour vous informer davantage sur le métier de infopreneur. Bonne réflexion et bonne reconversion à tous. À très bientôt sur le podcast.